1386, région de Falaise en Normandie. Une truie déambule dans les rues comme des centaines d'autres cochons qui servent d'éboueurs à la ville. Ce jour-là, elle entre dans une maison mal fermée. À l'intérieur, un nourrisson dort dans son berceau. La truie s'approche et commence à dévorer le visage et le bras de l'enfant. La sœur aînée, partie jouer dehors, revient et se met à hurler. Trop tard. Le bébé meurt de ses blessures quelques instants plus tard. Les villageois capturent immédiatement la truie. Mais au lieu de simplement l'abattre, ils l'emmènent en prison. Pendant 9 jours, elle attend dans une cellule, nourrie et surveillée comme n'importe quel criminel humain. Un procès en bonne et due forme s'ouvre, des témoins défilent. Un avocat est commis d'office pour défendre l'animal. Le juge examine les preuves, écoute les dépositions, délibère. Le verdict tombe. La truie est reconnue coupable d'homicide. La sentence, mutilation puis pendaison publique. Mais le juge va plus loin. Il ordonne qu'on habille l'animal avec des vêtements humains, une veste, un pantalon, des gants blancs aux pattes avant. Il demande ensuite aux paysans des environs de venir assister à l'exécution. Et surtout, il leur demande d'amener leurs cochons pour que ces animaux voient le châtiment et comprennent qu'ils ne doivent jamais commettre de tels actes. Le jour de l'exécution, la truie est traînée sur une claie à travers les faubourgs de Falaise, puis pendue aux fourches patibulaires devant une foule nombreuse et un public très particulier. Des dizaines de cochons amenés par leurs propriétaires pour qu'ils tirent la leçon de ce spectacle macabre. Cette histoire n'est pas une légende. Elle s'est réellement produite. Et elle n'était pas un cas isolé. Entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, les procès d'animaux étaient une pratique courante dans toute l'Europe chrétienne. On en a recensé plus de 200 cas documentés et probablement bien davantage qui n'ont laissé aucune trace dans les archives. Pour comprendre ces procès, il faut se replacer dans la mentalité médiévale. À cette époque, les animaux n'étaient pas de simples bêtes dépourvues de conscience comme on l'a pensé plus tard. Ils faisaient partie de la communauté de Dieu. Toutes les créatures, humaines ou animales, avaient été créées par le même Dieu et partagèrent donc certaines responsabilités devant la loi divine et humaine. Les textes religieux légitimaient cette vision. Dans l'Exode, il est écrit « Si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande. » Dès l'Antiquité, une loi de Dracon ordonnait la mise à mort de tout cheval ou animal ayant tué ou blessé un homme. Les juristes médiévaux s'appuyaient sur ces précédents pour justifier leurs pratiques judiciaires. La proximité entre humains et animaux était bien plus grande qu'aujourd'hui. Les cochons erraient librement dans les rues des villes et villages, se nourrissant des déchets jetés par les habitants. Ils jouaient le rôle d'éboueurs vivants. Les chevaux, les bœufs, les ânes partageaient l'espace urbain et rural avec les hommes. Les chiens accompagnaient leurs maîtres partout. Cette cohabitation permanente multipliait les occasions de conflits et d'accidents. Les enfants en particulier étaient vulnérables. Souvent laissés sans surveillance pendant que les parents travaillaient aux champs, ils jouaient dans les rues où rôdaient des animaux affamés. Les cochons sous-alimentés, habitués à fouiller dans les ordures, ne faisaient pas toujours la différence entre un déchet et un nourrisson laissé seul. Les accidents mortels étaient fréquents. Les procès d'animaux se divisaient en 2 catégories bien distinctes, avec des procédures et des tribunaux différents. La première catégorie concernait les procès criminels devant les tribunaux laïques. Ces affaires impliquaient des animaux domestiques accusés d'avoir blessé ou tué un être humain. Il s'agissait presque toujours de cochons, mais aussi parfois de chevaux, de bœufs, de chiens, de coqs ou d'ânes. L'animal était traité comme un criminel humain. On l'arrêtait, on l'emprisonnait, on lui assignait un avocat, on organisait un procès en règle avec témoins et délibération. Si l'animal était reconnu coupable, la sentence était généralement la mort par pendaison, le bûcher ou la décapitation. Parfois, on ajoutait des rituels d'humiliation ou de mutilation selon la gravité du crime. La seconde catégorie regroupait les procès devant les tribunaux ecclésiastiques. Ces affaires concernaient les animaux nuisibles qui détruisaient les récoltes, rats, souris, sauterelles, charançons, chenilles, limaces, vers, sangsues. Comme on ne pouvait pas arrêter individuellement ces petites créatures, on les poursuivait collectivement. Les villageois déposaient une plainte auprès de l'évêché.
Un procès s'ouvrait alors, avec assignation publique des animaux, avocats commis pour leur défense, et sentence finale qui prenait généralement la forme d'une excommunication ou d'un exorcisme. On leur ordonnait de quitter le territoire sous peine d'anathème. 9 fois sur 10, l'animal jugé devant un tribunal criminel était un cochon. Les archives françaises ont conservé la trace d'au moins 35 procès de cochons entre 1266 et 1612. Ce chiffre est probablement bien en deçà de la réalité, car beaucoup de documents ont été perdus. Plusieurs raisons expliquent cette surreprésentation. D'abord, les cochons étaient les animaux de ferme les plus nombreux en Europe jusqu'à l'époque moderne. Ensuite, comme on l'a dit, ils vagabondaient librement dans les villes et villages, multipliant les risques d'accidents. Mais il y avait aussi une raison anatomique. Les médecins et juristes de l'époque considéraient que les cochons étaient les animaux les plus proches de l'homme physiologiquement, avec les ours et les singes. Dans les écoles de médecine, où l'Église interdisait la dissection des cadavres humains, on enseignait l'anatomie en disséquant des cochons. Cette proximité supposée renforçait l'idée qu'un cochon pouvait comprendre ses actes et devait donc être jugé comme un humain. Les cas documentés sont édifiants. En 1266, un pourceau est brûlé vif sur la place publique à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un enfant. En 1404, 3 porcs sont suppliciés à Rouvres en Bourgogne pour avoir tué un enfant dans son berceau. En 1408, un porc est pendu à Vaudreuil pour un crime similaire. En 1414, un cochon est traîné dans toute la ville d'Abbeville, puis pendu par les pattes arrière pour meurtre d'un enfant. En 1494, le lendemain de Pâques, un drame se produit dans la ferme de Clermont près de Laon. La mère laisse son fils au berceau pour aller travailler au champ avec son mari. Leur fille aînée est censée surveiller le bébé, mais s'en va jouer dehors. Un jeune pourceau qui vagabonde dans les environs entre dans la maison mal fermée. Il mord le visage et la gorge de l'enfant qui meurt peu après. Le cochon est immédiatement capturé et emprisonné dans l'abbaye Saint-Martin de Laon. Un procès a lieu. Des témoins sont entendus, dont les parents. Jehan Levoirier, licencié en loi et grand mailleur de l'abbaye, prononce la sentence. Le pourceau est condamné à être étranglé et pendu près des fourches patibulaires. En 1558 à Bouc, un enfant est dévoré par des cochons. Impossible d'identifier l'animal coupable. La justice condamne alors tout le troupeau à l'exécution. En 1593, à Arches-sur-Moselle, une affaire encore plus terrible se produit. Une femme tue son nouveau-né et donne le cadavre à manger à ses cochons. Elle est condamnée à être enterrée vive puis étranglée. Mais les cochons qui ont mangé le cadavre sont également jugés responsables. Tout le troupeau est condamné au bûcher. Quand un animal commettait un crime, la justice ne plaisantait pas. On suivait scrupuleusement les mêmes procédures que pour un criminel humain. D'abord, l'arrestation. Des hommes du village capturaient au beau l'animal et le conduisaient en prison. Oui, en prison. L'animal était enfermé dans une cellule du siège de la justice criminelle. Un gardien était nommé pour le surveiller et le nourrir pendant toute la durée de la procédure. Les frais d'incarcération étaient méticuleusement notés, tant pour la nourriture, tant pour la surveillance. Ensuite venait l'instruction. Le procureur fiscal, équivalent du ministère public, dressait un acte d'accusation formel. On interrogeait les témoins du crime. On établissait les faits avec précision. Où et quand le crime avait eu lieu, qui était la victime, quelles blessures avaient été infligées, dans quelles circonstances. Le plus remarquable, on nommait un avocat à l'animal. Ce n'était pas une formalité. L'avocat devait vraiment défendre son client, même si c'était un cochon ou un cheval. Certains avocats prenaient leur rôle très au sérieux et déployaient toutes les ressources de leur art pour obtenir l'acquittement ou une peine réduite. D'autres, face à l'évidence d'un flagrant délit, se contentaient d'une défense de principe. Le procès avait lieu publiquement. Le juge siégeait dans la salle d'audience. L'accusation présentait ses preuves et ses témoins. La défense plaidait. On lisait la sentence à l'animal dans sa prison. Puis venait l'exécution. Les sentences variaient selon la gravité du crime, mais suivaient souvent la loi du talion. Si l'animal avait mordu un enfant au visage et au bras, on mutilait l'animal au visage et à la patte avant de le pendre. L'exécution se déroulait en place publique, devant la population rassemblée. Le bourreau était parfois convoqué de très loin.
Ces honoraires étaient consignés dans les comptes, tant pour le déplacement, tant pour l'exécution, tant pour les cordes, tant pour les gants qu'il porterait pour accomplir sa tâche. En 1403, les comptes de la ville de Meulan détaillent les dépenses occasionnées par l'exécution d'une truie condamnée pour avoir dévoré un enfant. 6 sols parisis pour les frais de geôle, 54 sols parisis pour le maître des hautes œuvres venu de Paris, plus les frais de transport en voiture, les cordes et les gants du bourreau. Un détail des procès de cochons frappe particulièrement. On habillait parfois les animaux condamnés avec des vêtements humains avant l'exécution. En 1386 à Falaise, la truie condamnée est vêtue d'une veste, d'un haut de chausse et de gants blancs aux pattes avant. En 1403, une truie exécutée à Meulan porte un habit d'homme. En 1457, une truie jugée en Bourgogne est habillée en femme avant d'être pendue. Cette pratique avait plusieurs significations. Elle soulignait la responsabilité morale attribuée à l'animal, traité comme un humain capable de discerner le bien du mal. Elle accentuait aussi l'humiliation et la dimension exemplaire du châtiment. Voir un animal habillé en personne, puis exécuté, rendait la scène encore plus marquante pour les spectateurs. Certains juges allèrent plus loin. À Falaise, le vicomte Regnault-Rigaud ne se contente pas d'habiller la truie. Il commande une grande peinture pour l'église de la Trinité afin de garder mémoire de l'événement pour les générations futures. Cette fresque est restée visible jusqu'au début du XIXe siècle. Il demande aussi aux paysans des environs de venir assister à l'exécution accompagnés de leurs cochons. L'idée, les cochons présents comprendront le châtiment et se comporteront mieux à l'avenir pour ne pas subir le même sort. Cette croyance peut nous sembler absurde aujourd'hui, mais elle révèle une vision du monde où les animaux étaient inconsidérés comme des êtres sensibles et intelligents, capables de comprendre une leçon morale. Les hommes du Moyen Âge ne voyaient pas les bêtes comme des machines dépourvues d'âme, ainsi que le soutiendra Descartes au XVIIe siècle. Pour eux, les animaux avaient une forme de conscience et devaient donc répondre de leurs actes. En 1510, la région d'Autun en Bourgogne fait face à une invasion de rats qui détruisent les récoltes d'orge. Les paysans, exaspérés et craignant la famine, demandent justice. L'évêché décide d'intenter un procès aux rongeurs devant le tribunal ecclésiastique. Mais comment juger des milliers de rats dispersés dans toute la région? Le tribunal suit la procédure habituelle pour les animaux nuisibles. On affiche des citations publiques enjoignant aux rats de comparaître devant le juge à une date fixée. Ces assignations sont lues dans toutes les églises du diocèse pendant les messes dominicales. L'évêché nomme un avocat pour défendre les rats. Il s'agit de Barthélemy de Chasseneuse, jeune juriste brillant qui deviendra plus tard l'un des plus grands jurisconsultes français du XVIe siècle, conseiller au Parlement de Paris, puis premier président du Parlement d'Aix. Le jour du procès arrive. Évidemment, aucun rat ne se présente au tribunal. L'accusation demande leur excommunication immédiate. Mais Chasseneuse se lève et présente une motion. Il fait valoir que les rats de la province sont dispersés dans des dizaines de villages, du Morvan à la Saône. Une seule citation publiée à Autun n'a pas pu atteindre tous ces rats. De plus, le délai accordé était trop court pour permettre à une population aussi dispersée de faire le voyage jusqu'au tribunal. Condamner les rats en leur absence, sans leur avoir donné un préavis suffisant, violerait à la fois la coutume et le droit romain. Le tribunal, impressionné par ces arguments, ordonne une nouvelle citation plus large. Pendant plusieurs semaines, les curés de chaque paroisse du diocèse annoncent le procès depuis leur chaire. La nouvelle date arrive. Toujours aucun rat au tribunal. L'accusation s'impatiente. Mais Chasseneuse n'a pas dit son dernier mot. Il soulève une nouvelle objection. Si un tribunal convoque un défendeur en lui demandant de faire un voyage dangereux, traverser un territoire hostile ou les terres d'un ennemi par exemple, le défendeur peut refuser l'assignation tant que le tribunal ne lui fournit pas une escorte armée pour garantir sa sécurité. Or, dit Chasseneuse, les chemins entre les villages et Autun sont infestés de chats qui guettent les rats à chaque coin de rue. Comment les rats pourraient-ils se rendre au tribunal sans risquer leur vie? C'est impossible, à moins que le tribunal ne leur fournisse une protection armée contre les chats. Le tribunal se trouve dans l'embarras. Comment fournir une escorte à des milliers de rats? Chasseneuse enfonce le clou.
Il cite abondamment les Écritures pour montrer que toutes les créatures de Dieu ont droit à la nourriture et à un territoire. Les rats ne font que se nourrir, comme Dieu leur en a donné le droit. Peut-on vraiment les excommunier pour avoir obéi à leur nature divine? Le procès s'enlise dans des débats théologiques et juridiques d'une complexité croissante. Finalement, plutôt que d'excommunier purement et simplement les rats, le tribunal rend un jugement de compromis. On assigne aux rats un territoire délimité, généralement des bois ou des terres incultes, où ils peuvent vivre sans être inquiétés. En échange, ils doivent quitter les champs cultivés et les greniers. Cette défense brillante fait la réputation de Chasseneuse. Son nom devient célèbre dans toute la France. Il publiera plus tard un traité intitulé « De l'excommunication des animaux et des insectes », où il théorise les procédures applicables à ces affaires. Son ouvrage devient une référence pour les juristes confrontés à ce type de procès. Les invasions d'insectes étaient le cauchemar des paysans médiévaux. Chenilles, sauterelles, charançons, limaces, vers pouvaient anéantir une récolte entière en quelques jours, condamnant la population à la famine. Face à ces fléaux, on se tournait vers l'Église. Les paysans déposaient une requête auprès de l'évêché pour obtenir l'excommunication des nuisibles. Un procès s'ouvrait alors devant le tribunal ecclésiastique. La procédure suivait un rituel précis. D'abord, on publiait des monitoires, des avertissements solennels, lus pendant 3 dimanches consécutifs dans toutes les églises concernées. Ces monitoires sommaient les insectes de cesser leurs ravages et de comparaître devant le tribunal. Bien sûr, les insectes ne se présentaient jamais, mais la justice médiévale avait prévu cette situation. On nommait un curateur aux insectes absents, une sorte d'avocat chargé de plaider leur cause. Les débats pouvaient durer des semaines. L'accusation, représentant les paysans, décrivait l'étendue des dégâts et demandait l'excommunication. La défense des insectes invoquait leur droit divin à se nourrir, citait des passages de la Bible montrant que toutes les créatures de Dieu méritent protection et compassion. Les sentences rendues variaient. Parfois, le tribunal excommuniait les insectes et leur ordonnait de quitter le diocèse sous un délai de 3 jours, 3 heures ou plus, sous peine d'anathème. Les formules d'excommunication suivaient les mêmes rites que pour les humains, avec oraison, procession, pénitence publique. D'autres fois, le tribunal adoptait une solution de compromis. On assignait aux insectes un territoire spécifique, une parcelle de terre, un bois, où ils pouvaient vivre sans être inquiétés. En échange, ils devaient abandonner les champs cultivés. Cette solution permettait de satisfaire à la fois les paysans et la théologie chrétienne qui interdisait de détruire systématiquement les créatures de Dieu. En 1481, l'official d'Autun rend une sentence contre les limaces qui dévastent les vignes. Il cite l'exemple de saint Mamet, évêque de Vienne, qui avait conjuré des démons ayant pris la forme de loups et de porcs dévoreurs d'enfants. Si un saint a pu chasser des démons déguisés en animaux, le tribunal peut certainement excommunier de simples limaces. En 1487, les grands vicaires de l'évêque d'Autun sont informés que des limaces ravagent plusieurs terres du diocèse depuis plus d'1 an. Ils ordonnent des processions générales pendant 3 jours dans toutes les paroisses. Les curés doivent enjoindre aux limaces de quitter le territoire sous 3 jours, sinon elles seront maudites. En 1585, Nicolas Chaurier rapporte qu'à Valence, le grand vicaire ordonne aux chenilles de comparaître devant lui. Il leur donne un avocat pour se défendre, écoute les plaidoiries, puis leur ordonne de quitter le diocèse. En 1690, le juge d'un canton d'Auvergne nomme un curateur aux chenilles. Les débats se déroulent contradictoirement. Le juge finit par leur enjoindre de se retirer dans un petit terrain indiqué dans son arrêt pour y finir leur existence. Certains procès sortent vraiment de l'ordinaire. En 1379, 2 groupes de porcs mangent paisiblement quand 3 cochons s'affolent soudain et chargent le fils d'un fermier. L'enfant meurt de ses blessures. La justice arrête tous les cochons des 2 groupes et les poursuit pour complicité de meurtre. Après délibération, seuls les 3 cochons qui ont directement attaqué l'enfant sont exécutés. Les autres, reconnus complices, sont finalement pardonnés. En 1457, une truie et ses 6 porcelets sont jugés pour le meurtre d'un enfant. Le tribunal écoute attentivement tous les témoignages. Lors de l'audience, la truie émet des grognements que le greffier note au procès-verbal comme des aveux. Elle est reconnue coupable, mais les porcelets sont acquittés.
le tribunal estimant qu'ils n'ont pas participé directement au crime et que leur jeune âge les exonère de toute responsabilité. En 1596, des dauphins envahissent le port de Marseille et causent d'importants dégâts au filet des pêcheurs. Ne sachant comment se débarrasser de ces intrus, les autorités maritimes alertent le cardinal légat d'Avignon, qui porte le nom prédestiné d'Aquaviva. Celui-ci délègue l'évêque de Cavaillon. L'évêque se rend sur place et exorcise solennellement les dauphins, leur ordonnant de quitter les lieux. Les chroniques rapportent que les cétacés se le tinrent pour dit et ne reparurent plus. En 1221, à Genève, des anguilles pullulent dans le lac au point de devenir une vraie nuisance. L'évêque instruit une procédure judiciaire et prononce une sentence qui relègue les anguilles dans une zone bien délimitée du lac qu'elles ne doivent pas quitter. En 1451, dans la région de Berne, des sangsues envahissent les ruisseaux et les étangs, s'attaquant au bétail et aux poissons. Un procès ecclésiastique est intenté. Après délibération, on leur assigne un territoire spécifique où elles peuvent vivre sans menacer les activités humaines. En 1713, au Brésil, un essaim de termites envahit un monastère franciscain. Les insectes dévorent la nourriture des moines et rongent le mobilier. Les frères portent plainte. L'avocat des termites fait valoir que ses clientes sont des créatures de Dieu et ont donc le droit de se nourrir. Le jugement est surprenant. Le tribunal ordonne aux religieux de fournir un habitat aux termites. Les moines doivent construire une structure pour loger les insectes qui ont autant de droits qu'eux à vivre sur cette terre. En 1519, un juge bannit une communauté de taupes d'un village des Alpes. Mais il leur garantit un sauf-conduit quand elles quittent la ville pour qu'elles soient protégées contre leurs prédateurs durant leur exode. Si les cochons dominaient les tribunaux criminels, d'autres animaux ont également comparu devant la justice. Des chevaux ont été jugés pour avoir tué ou blessé leurs cavaliers ou des passants. Des bœufs ont été condamnés pour avoir encorné mortellement des personnes. Des chiens ont été poursuivis pour avoir mordu des enfants ou attaqué des adultes. Des coqs ont même été traînés en justice. En 1474, à Bâle, un coq est accusé d'avoir pondu un œuf, ce qui était considéré comme un acte contre nature et démoniaque. Le coq est condamné à être brûlé vif avec son œuf. Des ânes, des vaches, même des mulets ont connu les geôles médiévales et les tribunaux. Dans presque tous les cas, quand l'animal était reconnu coupable d'avoir causé la mort d'un humain, la sentence était la pendaison, le bûcher ou une autre forme d'exécution publique. Une question se posait systématiquement. Le propriétaire de l'animal devait-il être tenu pour responsable? La loi médiévale distinguait deux situations. Si le propriétaire ignorait que son animal était dangereux, il n'était généralement pas inquiété. La perte de sa bête constituait une punition suffisante. En revanche, si le propriétaire connaissait le vice de son animal et n'avait rien fait pour empêcher un accident, il pouvait être condamné. Dans les établissements de Saint-Louis, il est précisé que le propriétaire d'un animal domestique meurtrier peut être pendu s'il avoue avoir eu connaissance du vice de l'animal. Certains jugements ordonnaient au propriétaire d'accomplir un pèlerinage expiatoire. En 1497, une truie vue en train de manger un enfant est assommée, découpée en morceaux et donnée aux chiens. Mais les propriétaires doivent faire le pèlerinage de Notre-Dame de Pontoise. Au début du XVe siècle en Bourgogne, les deux parents d'un enfant mangé par un porc sont arrêtés et emprisonnés. Ils sont ensuite battus de verges, complètement nus, en punition publique pour avoir laissé leur enfant sans surveillance. Parfois, toute la famille du propriétaire devait assister à l'exécution de l'animal. Cette présence forcée marquait l'humiliation et servait d'avertissement pour l'avenir. À partir du XVIe siècle, les procès d'animaux commencent à décliner, même si quelques cas isolés persistent jusqu'au XVIIIe siècle. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. D'abord, l'évolution de la pensée philosophique. René Descartes, au XVIIe siècle, développe sa théorie des animaux-machines. Pour lui, les bêtes ne sont que des automates dépourvus d'âme et de conscience. Cette vision se répand progressivement dans les milieux savants et judiciaires. Ensuite, la réforme protestante remet en question beaucoup de pratiques catholiques, dont les procès d'animaux. Dans les régions protestantes, ces procès disparaissent plus rapidement. L'évolution du droit joue aussi un rôle.
On commence à considérer qu'un animal ne peut pas être tenu pour pénalement responsable puisqu'il n'a pas de discernement moral. La responsabilité se déplace vers le propriétaire. Au XVIe siècle, au lieu de condamner l'animal, on commence à condamner son propriétaire à des amendes et des dommages-intérêts. Les changements dans l'organisation urbaine contribuent également. Les animaux sont progressivement interdits dans les centres-villes. On construit des enclos, des étables fermées. La cohabitation directe entre humains et animaux dans l'espace public diminue. Les accidents deviennent moins fréquents. Enfin, l'esprit des Lumières au XVIIIe siècle achève de discréditer ces pratiques. Les philosophes se moquent de ces procès qu'ils considèrent comme des superstitions d'un autre âge. Voltaire raille ces absurdités juridiques dans plusieurs de ses écrits. Les derniers procès d'animaux documentés en France datent du milieu du XVIIIe siècle. En 1741, à Paris, on condamne encore une vache. Mais ces cas deviennent exceptionnels et suscitent de plus en plus de critiques. Pourtant, l'idée de juger des animaux n'a pas complètement disparu. Des cas isolés surgissent encore à l'époque moderne. En 1845, on juge un chien en France. En 1916, dans le Tennessee, une éléphante nommée Mary tue son dresseur. Elle est pendue à l'aide d'une grue devant une foule de 5000 personnes. En 2008, en Macédoine, un ours est condamné après avoir volé du miel à un apiculteur. Le service des parcs nationaux est forcé de payer 3 500 $ de dommages-intérêts. Ces cas ne sont plus des procès au sens médiéval. Il ne s'agit plus de reconnaître à l'animal une responsabilité morale. La notion d'animal responsable de ses actes a complètement disparu du droit moderne. Derrière ces procès d'animaux se cache une vision profondément chrétienne du monde. L'Église médiévale ne faisait pas de distinction radicale entre humains et animaux. Tous les êtres vivants avaient été créés par Dieu et possédèrent donc une âme, même si l'âme animale était considérée comme inférieure à l'âme humaine. Cette conception trouvait son origine dans les Écritures. Le livre de l'Exode établissait clairement qu'un bœuf meurtrier devait être lapidé. Le livre de la Genèse racontait comment Dieu avait amené tous les animaux devant Adam pour qu'il leur donne un nom, signe de leur participation à la création divine. Dans l'arche de Noé, Dieu sauvait aussi bien les humains que les animaux du déluge, preuve que toutes les créatures avaient de la valeur à ses yeux. Les théologiens médiévaux développaient ces idées. Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, admettait que les animaux possédaient une forme de connaissance sensible et pouvaient se distinguer ce qui leur était utile ou nuisible. Si un animal pouvait faire cette distinction, raisonnaient les juristes, il pouvait donc comprendre qu'attaquer un humain était un acte répréhensible. Cette logique s'appliquait aussi aux procès ecclésiastiques contre les insectes. Si Dieu envoyait des sauterelles ou des chenilles pour punir les péchés des hommes, comme le racontait la Bible à propos des plaies d'Égypte, alors ces créatures accomplissaient la volonté divine. Mais une fois les hommes repentis, les insectes n'avaient plus de raison de rester. L'excommunication servait à leur signifier que leur mission était terminée et qu'ils devaient partir. Les formules d'excommunication contre les animaux reprenaient exactement les mêmes termes que pour les humains. On déclarait les rats ou les sauterelles séparés du corps de l'Église, privés de la communion des fidèles, voués à l'anathème. Les curés lisaient ces sentences en chair pendant 3 dimanches consécutifs. Des processions solennelles parcouraient les champs infestés en portant des reliques et en chantant des psaumes. Certains exorcismes contre les animaux nuisibles duraient des semaines. On jeûnait, on priait, on faisait pénitence. Si les insectes ne partirent toujours pas, c'était la preuve que Dieu continuait à punir la communauté pour ses fautes. Il fallait alors redoubler de prières et de bonnes œuvres jusqu'à ce que le fléau cesse enfin. Les archives judiciaires médiévales ont conservé des documents financiers extraordinairement précis sur les coûts des procès et exécutions d'animaux. Ces comptes révèlent à quel point ces affaires étaient prises au sérieux. En 1403, à Meulan, les registres détaillent chaque dépense occasionnée par l'exécution d'une truie condamnée pour infanticide. 6 sols parisis sont payés pour les frais de geôle, comprenant la nourriture de l'animal et le salaire du gardien. 54 sols parisis vont au maître des hautes œuvres, le bourreau, qui a dû venir spécialement de Paris. On ajoute les frais de transport du bourreau en voiture, le prix des cordes nécessaires à la pendaison et les gants neufs que le bourreau portait traditionnellement pour accomplir sa tâche. Le total représente une somme considérable pour l'époque, équivalent à plusieurs semaines de salaire d'un ouvrier.
Le compte de 1386 à Falaise est encore plus détaillé. Le vicomte Regnault-Rigaud note 10 sous et 10 deniers tournois pour l'exécution proprement dite, 6 sous tournois pour les gants neufs du bourreau. Mais il y a aussi les frais de confection des vêtements dont on affuble la truie. Une veste, des hauts de chausse, des gants pour les pattes. Le vicomte commande également une grande peinture murale pour l'église de la Trinité, afin de garder mémoire de l'événement. Cette fresque restera visible jusqu'au début du XIXe siècle. À Savigny en 1457, les comptes municipaux enregistrent le salaire versé à l'avocat qui a défendu la truie et ses 6 porcelets accusés de meurtre. L'avocat reçoit une rémunération normale pour ses services, comme s'il avait défendu un client humain. Les porcelets sont finalement acquittés grâce à sa plaidoirie, seule la mère est exécutée. Ces dépenses n'étaient pas minimes. Faire venir un bourreau de Paris ou d'une autre grande ville coûtait cher. Le nourrir et l'héberger pendant plusieurs jours ajoutait encore aux frais. Payer un avocat, rémunérer les greffiers qui rédigeaient les actes de procédure, acheter les cordes, construire parfois un gibet spécial, tout cela représentait un investissement important pour une communauté médiévale. Pourtant, les autorités ne rechignaient pas à ces dépenses. Elles considéraient que la justice devait être rendue, quel que soit le coupable. Ne pas juger un animal meurtrier aurait été perçu comme une défaillance du système judiciaire, un déni de justice pour la victime et sa famille. Pour comprendre les procès d'animaux, il faut aussi connaître ce que les savants médiévaux pensaient des bêtes. Leur connaissance en zoologie différait radicalement des nôtres. Les bestiaires médiévaux, ces encyclopédies illustrées décrivant le monde animal, mélangeaient observations réelles et croyances fantastiques. On y trouvait des descriptions du lion, du cochon, du cheval côtoyant des récits sur les licornes, les griffons, les sirènes. Tous ces êtres, réels ou imaginaires, faisaient que partie de la création divine et méritaient attention. Les médecins médiévaux utilisèrent des cochons pour leurs études anatomiques. Comme l'Église interdisait la dissection des cadavres humains, on ouvrait des porcs pour enseigner l'anatomie aux étudiants en médecine. Cette pratique renforçait l'idée que le cochon était l'animal le plus proche de l'homme physiologiquement. Si un cochon ressemblait tant à un humain à l'intérieur, raisonnait-on, peut-être était-il aussi semblable à l'extérieur dans sa capacité à comprendre le bien et le mal. Les naturalistes médiévaux attribuaient aux animaux des traits de caractère humain. Le lion était noble et courageux, le renard était rusé et menteur, le cochon était glouton et sale. Ces caractéristiques n'étaient pas de simples métaphores. On croyait réellement que les animaux possédaient de ces qualités morales, ce qui impliquait qu'ils pouvaient choisir entre le bien et le mal. Les fables et les récits d'animaux parlants pullulaient dans la littérature médiévale. Le roman de Renard montrait des animaux se comportant comme des humains, avec des cours de justice, des mariages, des trahisons. Ces histoires ne relevaient pas uniquement du divertissement. Elles reflétaient une vision du monde où la frontière entre humanité et animalité restait floue. Cette ambiguïté se retrouvait dans le droit canonique. L'Église interdisait la bestialité non seulement parce que c'était un péché, mais aussi parce qu'on craignait qu'un tel accouplement puisse engendrer des monstres mi-humains, mi-animaux. Quand un homme était accusé de zoophilie, l'animal était souvent exécuté en même temps que lui, considéré comme complice du crime. Plusieurs procès établissaient une distinction entre l'animal qui avait directement commis le crime et ceux qui l'avaient assisté ou encouragé. Cette notion de complicité animale montre à quel point les juristes médiévaux attribuaient aux bêtes une forme de responsabilité morale. En 1379, l'affaire mentionnée plus tôt illustre parfaitement cette logique. 2 troupeaux de porcs mangent tranquillement dans un champ. Soudain, 3 cochons du premier troupeau s'affolent et chargent le fils d'un fermier qui jouait à proximité. L'enfant meurt de ses blessures. La justice arrête tous les porcs des 2 troupeaux et les traduit en justice pour homicide et complicité d'homicide. Le tribunal examine soigneusement les témoignages. Qui a directement attaqué l'enfant? Les 3 cochons qui ont chargé. Mais qu'ont fait les autres? Ils continuaient à manger sans intervenir. Certains ont-ils encouragé les 3 agresseurs par des grognements? Les témoins ne peuvent l'affirmer avec certitude. Le tribunal délibère longuement. La sentence tombe. Les 3 cochons ayant directement attaqué l'enfant sont condamnés à mort et exécutés.
mais les autres, après débat, sont graciés. Le tribunal estime qu'on ne peut pas prouver leur participation active au crime. Leur simple présence sur les lieux ne suffit pas à établir leur culpabilité. Ils sont donc relâchés, au grand soulagement de leurs propriétaires, qui évitent ainsi de perdre tout leur troupeau. Cette affaire n'est pas unique. En 1457, le procès de la truie et de ses 6 porcelets suit un raisonnement similaire. La mère a tué un enfant. Mais les porcelets, encore jeunes, ont-ils participé au crime? L'avocat plaide leur innocence avec succès. Le tribunal reconnaît la mère coupable, mais acquitte les porcelets au motif qu'ils n'avaient pas l'âge de discernement nécessaire pour comprendre la gravité de leurs actes. On leur applique donc une excuse de minorité, exactement comme pour un enfant humain. Ces distinctions juridiques sophistiquées prouvent que les juges ne condamnaient pas les animaux au hasard. Ils réfléchissaient sérieusement au degré de responsabilité de chaque bête, cherchant à établir qui avait réellement commis le crime et qui était seulement présent. Les exécutions d'animaux n'étaient pas de simples formalités administratives. Elles constituaient de véritables événements sociaux qui rassemblaient la population et marquaient durablement les esprits. Le jour fixé pour l'exécution, on sonnait les cloches pour avertir la population. Les gens affluaient de tous les villages environnants. Les artisans fermaient leurs boutiques, les paysans abandonnaient leurs champs pour quelques heures. Tout le monde voulait assister au spectacle. Le cortège partait de la prison où l'animal était détenu. Le bourreau, vêtu de ses habits de fonction, menait la procession. Derrière lui, l'animal condamné était traîné sur une claie, une sorte de traîneau en bois ou conduit attaché par une corde. Des gardes armés encadraient dans le convoi pour éviter tout incident. Le curé de la paroisse suivait parfois, récitant des prières. Le cortège traversait lentement toute la ville ou le village, s'arrêtant aux carrefours principaux pour que le crieur public lise à haute voix le crime commis et la sentence prononcée. Cette procession pouvait durer plusieurs heures, selon la taille de l'agglomération. Arrivé au lieu d'exécution, généralement les fourches patibulaires, le gibet permanent où on pendait les criminels, le bourreau accomplissait sa tâche. Si l'animal devait être mutilé avant la mort, on procédait d'abord à cette étape. La foule assistait en silence ou lançait parfois des injures contre l'animal. Une fois l'exécution accomplie, le cadavre restait pendu pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, pour servir d'avertissement. Les oiseaux charognards venaient à le dévorer progressivement. Cette exposition prolongée achevait de graver l'événement dans les mémoires. Pour les familles des victimes, ces exécutions publiques apportaient une forme de justice et de réparation. Voir l'animal meurtrier de leur enfant puni de mort leur donnait le sentiment que la société reconnaissait leur douleur et punissait le coupable. Dans une époque où la mort d'un enfant était hélas fréquente, mais toujours tragique, ces rituels judiciaires aidaient au processus de deuil. Dès le Moyen Âge, certains penseurs commençaient à remettre en question la légitimité des procès d'animaux. Ces voix restaient minoritaires, mais témoignaient d'une évolution progressive de la pensée. Au XIVe siècle, des juristes s'interrogeaient sur la cohérence de ces pratiques. Si un animal agissait par instinct sans véritable libre arbitre, comment pouvait-on le tenir pour moralement responsable? Certains proposèrent que seuls les propriétaires soient jugés et punis pour la négligence ayant permis l'accident. Des théologiens soulevaient aussi des objections. Excommunier un insecte avait-il vraiment un sens? L'excommunication séparait un fidèle du corps de l'Église et lui interdisait l'accès au sacrement. Mais un animal n'avait pas d'âme immortelle, ne recevait pas les sacrements, n'appartenait pas vraiment à la communauté chrétienne. Comment pouvait-on l'excommunier? Ces critiques restaient prudentes. Remettre publiquement en cause une pratique aussi ancrée dans la société médiévale risquait d'attirer l'accusation d'hérésie. Les penseurs critiques formulaient donc leurs objections sous forme de questions théologiques subtiles plutôt que de condamnations frontales. Au XVIe siècle, avec la Renaissance et l'humanisme, les critiques se font plus audacieuses. Des auteurs se moquent ouvertement de ces coutumes qu'ils jugent superstitieuses et ridicules. Montaigne, dans ses essais, évoque les procès d'animaux avec une ironie à peine voilée. Il souligne l'absurdité qu'il y a à traiter une bête comme un être moral capable de comprendre la loi. La réforme protestante accélère cette remise en cause. Luther et Calvin rejettent beaucoup de pratiques catholiques, qu'ils considèrent comme des superstitions sans fondement biblique. Les procès d'animaux,
particulièrement les excommunications d'insectes, leur semblent relever de la pure magie plutôt que de la vraie foi. Dans les régions protestantes, ces pratiques disparaissent rapidement dès le milieu du XVIe siècle. Les philosophes du XVIIe siècle portent le coup de grâce. Descartes développe sa fameuse théorie de l'animal-machine. Pour lui, les bêtes ne sont que des automates complexes, dépourvus d'âme et de conscience. Elles ne pensent pas, ne ressentent pas vraiment, agissent seulement selon des mécanismes instinctifs. Juger un animal équivaut donc à juger une horloge ou un moulin à vent. C'est absurde. Cette vision cartésienne se répand progressivement dans les milieux savants. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières achèvent de ridiculiser les procès d'animaux. Voltaire en parle avec un mépris sarcastique dans plusieurs de ses écrits. Il y voit la preuve de l'obscurantisme et de la superstition qui régnaient avant le triomphe de la raison. Même après que la plupart des penseurs éclairés eurent rejeté ces pratiques, quelques procès d'animaux continuèrent sporadiquement jusqu'au XVIIIe siècle, particulièrement dans les régions rurales isolées où les anciennes coutumes persistaient. En 1713, dans un monastère franciscain du Brésil, les moines intentent un procès contre un essaim de termites qui dévorent leur nourriture et rongent le mobilier. L'affaire suit toute la procédure ecclésiastique traditionnelle. Un avocat défend les termites en arguant qu'elles sont des créatures de Dieu et ont donc le droit de se nourrir. Le jugement final surprend. Le tribunal ordonne aux religieux de construire un habitat pour les termites plutôt que de les chasser. Les insectes ont autant de droits que les moines à vivre sur cette terre donnée par Dieu à toutes ces créatures. En 1741, à Paris, on condamne encore une vache pour avoir blessé mortellement une personne. Ce procès suscite déjà beaucoup de commentaires moqueurs dans les salons parisiens. Les esprits éclairés y voient un vestige barbare d'un passé révolu. En 1750, dans une région reculée des Alpes, des paysans intentent un dernier procès ecclésiastique contre des charançons qui ravagent leurs récoltes. L'évêque hésite longuement avant d'accepter. Il sait que cette pratique est désormais considérée comme ridicule par les autorités civiles. Mais face à l'insistance des villageois et pour maintenir la paix sociale, il finit par accepter. La procédure suit les anciens rites. Les charançons sont sommés de comparaître, un avocat est nommé, des débats ont lieu. Finalement, le tribunal leur assigne un territoire délimité où ils peuvent vivre sans être inquiétés. Après 1750, on ne trouve plus trace de véritables procès d'animaux en Europe occidentale. Les codes de loi modernisés qui se répandent dans tous les pays éliminent progressivement cette possibilité juridique. La responsabilité pénale est désormais clairement limitée aux êtres humains capables de discernement moral. Les animaux ne peuvent plus être jugés, seuls leurs propriétaires peuvent être tenus responsables civilement des dégâts causés. La Révolution française de 1789 achève de balayer ces anciennes pratiques. Les révolutionnaires, imprégnés des idées des Lumières, suppriment tous les tribunaux d'ancien régime et créent un système judiciaire entièrement nouveau fondé sur la raison. Le Code Napoléon de 1804, qui sera adopté dans toute l'Europe, ne fait aucune mention de la possibilité de juger des animaux. Le droit moderne est né. Pourtant, l'idée qu'un animal peut être tenu responsable de ses actes n'a jamais complètement disparu de nos sociétés. Elle ressurgit de manière inattendue à différentes époques. En 1916, dans la petite ville d'Erwin au Tennessee, une éléphante de cirque nommée Mary tue son dresseur inexpérimenté qui l'avait frappée avec un bâton pointu. La foule en colère réclame justice. Les autorités locales décident d'exécuter Mary. Mais comment pendre un éléphant de 5 tonnes? On fait venir une grue ferroviaire. Le 13 septembre 1916, devant une foule de 5000 personnes venues des comtés environnants, Mary est pendue. La première tentative échoue quand la chaîne se brise. À la deuxième tentative, l'éléphante meurt lentement, se balançant au bout de la chaîne pendant plusieurs minutes. Des photographies de cette exécution existent encore aujourd'hui. Témoignage glaçant d'une pratique qu'on croyait disparue depuis 2 siècles. En 2008, en Macédoine, un ours est traîné en justice après avoir volé du miel à un apiculteur de manière répétée. Le propriétaire porte plainte. Le tribunal condamne l'ours à payer $3 500 de dommages-intérêts. Évidemment, l'ours ne peut pas payer. C'est donc le service des parcs nationaux macédoniens qui est contraint de verser la somme puisque l'ours vit dans un parc national.
Cette affaire fait le tour du monde et suscite beaucoup de commentaires ironiques. Dans plusieurs pays, des lois existent toujours qui permettent de condamner à mort des animaux dangereux. Aux États-Unis, un chien qui a mordu ou tué une personne peut être condamné à l'euthanasie par décision judiciaire. Ce n'est plus exactement un procès criminel à l'ancienne, mais l'animal passe quand même devant un tribunal et une sentence est prononcée contre lui. La question de la personnalité juridique des animaux revient aussi régulièrement dans les débats contemporains. Certaines associations de défense des animaux plaident pour qu'on reconnaisse aux grands singes, aux dauphins, aux éléphants un statut juridique spécial, une forme de personnalité qui leur donnerait des droits fondamentaux. En 2015, un tribunal argentin reconnaît à un orang-outan nommé Sandra le statut de personne non humaine avec des droits fondamentaux. En 2018, un tribunal indien accorde aux animaux du royaume entier le statut de personne juridique pour mieux les protéger. Ces évolutions montrent que la relation juridique entre humains et animaux reste complexe et continue d'évoluer. Nous ne jugeons plus les animaux pour leurs crimes, mais nous débattons toujours de leur statut moral et légal, de leurs droits, de leur place dans notre société. Que nous apprennent finalement ces étranges procès d'animaux sur la société médiévale? D'abord, ils révèlent une vision du monde radicalement différente de la nôtre. Pour les gens du Moyen Âge, la frontière entre humanité et animalité n'était pas aussi nette que nous le pensons aujourd'hui. Humains et animaux faisaient partie d'un même ordre créé par Dieu, avec des responsabilités et des obligations similaires, même si inégales. Ensuite, ces procès montrent l'importance accordée à la justice et à la procédure dans la société médiévale. Même pour un animal, on respectait scrupuleusement les formes juridiques: arrestation, emprisonnement, avocat, témoin, délibération, sentence en bonne et due forme. Cette rigueur procédurale témoigne d'un système judiciaire déjà sophistiqué, contrairement à l'image de barbarie qu'on associe souvent au Moyen Âge. Ces affaires illustrent aussi la promiscuité entre humains et animaux dans les villes et villages médiévaux. Les cochons erraient dans les rues, les chevaux partagèrent les routes, les insectes envahissaient les récoltes. Cette cohabitation permanente multipliait les conflits et nécessitait des mécanismes de régulation sociale. La dimension religieuse de ces procès montre à quel point l'Église structurait tous les aspects de la vie médiévale. Même les insectes relevaient de l'autorité ecclésiastique et pouvaient être excommuniés. Rien n'échappait au contrôle spirituel de l'Église sur la communauté des croyants et des créatures. Enfin, l'évolution, puis la disparition de ces pratiques illustrent les transformations intellectuelles majeures qui ont marqué l'Europe entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Le passage d'une vision religieuse et anthropomorphique des animaux à une conception mécanique et scientifique reflète le triomphe progressif de la raison et de la science sur la tradition et la foi. Pendant près de 5 siècles, de 1200 à 1750 environ, des milliers d'animaux ont comparu devant des tribunaux européens. Cochons, truies, chevaux, bœufs, chiens, coqs, rats, souris, sauterelles, chenilles, limaces, vers, sangsues, toute la faune pouvait se retrouver accusée, jugée, condamnée. Ces procès nous semblent aujourd'hui absurdes et cruels. Nous avons du mal à comprendre comment des gens éduqués et intelligents pouvaient sérieusement croire qu'un cochon comprenait qu'il commettait un crime en dévorant un enfant, ou qu'une sauterelle obéirait à un ordre d'excommunication. Pourtant, dans le contexte de leur époque, ces pratiques avaient une logique interne cohérente. Elles découlaient d'une vision du monde où tous les êtres vivants participaient à l'ordre divin, où la responsabilité morale n'était pas limitée à l'espèce humaine, où la justice devait s'appliquer également à toutes les créatures. Les procès d'animaux représentent un moment unique dans l'histoire du droit et de la pensée occidentale. Ils marquent une époque où l'humanité cherchait encore à définir sa place dans la création, sa relation aux autres êtres vivants, les limites de la responsabilité morale et juridique. Leur disparition progressive témoigne d'une révolution intellectuelle majeure. En rejetant l'idée qu'on pouvait juger un animal, nos ancêtres ont tracé une frontière nette entre l'humain et le non-humain, entre la personne juridique responsable de ses actes et la simple bête agissant par instinct. Cette frontière que nous avons héritée du XVIIIe siècle est aujourd'hui à nouveau questionnée. Les découvertes scientifiques sur l'intelligence animale, la conscience des mammifères supérieurs,
Les émotions des bêtes nous obligent à repenser notre relation au monde animal. Nous ne reviendrons certainement pas aux procès médiévaux, mais nous cherchons de nouvelles manières de reconnaître la valeur et les droits des animaux dans nos systèmes juridiques. L'histoire des procès d'animaux nous rappelle finalement que nos certitudes juridiques et morales ne sont pas éternelles. Ce qui semble évident à une époque peut paraître absurde à une autre. Les sociétés changent, les mentalités évoluent, le droit se transforme. Dans 5 siècles, nos descendants regarderont peut-être nos pratiques actuelles avec le même étonnement que nous regardons les procès de cochons du Moyen Âge.